Inquisition, ça vient du latin, inquisitio. Inquisitio, ça veut dire la recherche. Ça veut dire la recherche, l'enquête. Donc, à la base, le terme d'inquisition, c'est une recherche, c'est une enquête, c'est une forme de procédure. Il n'est pas particulièrement répressive dans le premier temps, mais c'est une enquête. Et c'est une enquête qui, par extension, va devenir un tribunal. Voilà. Et donc on parle de tribunaux d'inquisition. Et lorsqu'on parle d'inquisition, on parle souvent, évidemment, de tribunaux d'inquisition, mais on oublie un peu le côté enquête. Et là, je fais juste un petit aparté. Il faut savoir que si on se replace dans le contexte du Moyen Âge, on a schématiquement une procédure qui est la procédure accusatoire. Donc vous avez deux personnes devant un tribunal qui vont s'accuser d'une faute ou pas. Et avec l'arrivée de l'Inquisition, on a quand même une évolution au niveau du droit, puisqu'on a une procédure inquisitoire, c'est-à-dire avant d'accuser, on va faire une enquête. Alors, on a une procédure, on a des manuels, on a des inquisiteurs, on a des sanctions, mais entre la sanction, la condamnation et puis cette déposition faite lors d'un interrogatoire, toujours on se pose la question de la torture. Alors je vais y venir pour clore ce débat sur la torture, parce que ça aussi, ça fait partie des grandes idées que l'Inquisition torturait. Il faut un peu gommer cette idée. L'Inquisition, la torture a toujours existé dès l'Antiquité. Elle a toujours été pratiquée par la justice à plus ou moins grand degré. Je vous l'ai dit, l'Inquisition méridionale, médiévale, a été créée en 1233. La torture va être autorisée par une bulle avec stirpandam, ce qui veut dire ce que ça veut dire, sur la torture, en 1254, donc bien plus tard. Et on autorise la torture lorsque le suspecté d'hérésie ne veut absolument rien dire, mais à condition que cette torture ne soit pas violente. La torture sert à dégager la vérité. Le seul souci, c'est que une grande majorité d'inquisiteurs du Moyen Âge, du XIIIe et XIVe siècle, vont refuser cette torture. Et le premier qui la refuse, c'est Bernard Guy. Il part du principe que sous la torture, on va avouer tout et n'importe quoi. Donc ça ne sert à rien de torturer les gens. Et donc cette idée de torture au Moyen Âge, d'instruments de torture, de choses horribles, n'existe pas véritablement. La torture, déjà, comme on dit, elle est psychologique, c'est-à-dire lorsqu'on va enfermer la personne, je vous raconterai un peu les prisons de l'Inquisition de Carcassonne, ce sont des endroits, on a l'exemple, la condamnation à perpétuité dans une prison de l'Inquisition, c'est 3 ans. Parce qu'on considère que 3 ans, c'est vraiment très très long dans une prison d'Inquisition. Donc voilà, on a cette notion-là qui apparaît à l'époque. Mais la torture, on n'a pas déjà de traces dans les dépositions qui nous restent. Et il est assez difficile de connaître l'étendue de son usage sur cette période médiévale. Évidemment, elle a été utilisée. Par moments, on a des traces dans les registres. Mais en général, les inquisiteurs vont s'y opposer et considèrent qu'on va, Bernard Guy le dit, on va obtenir des aveux fallacieux. Il utilise le terme de fallacieux en latin. Et donc, on va éviter la torture. Par contre, on a d'autres sanctions. Et donc, on met en place, toujours à travers les manuels, ce qu'on appelle un pénitencier, des pénitences. Donc, des sanctions qui sont gérées par rapport au degré de l'hérésie du déposant. Alors, là, encore une fois, c'est l'arbitraire de l'inquisiteur qui va décider de ces sanctions. Alors, la sanction peut être moindre, par exemple, pendant un certain temps, une durée donnée, toujours par l'inquisiteur. L'individu qui est suspecté d'hérésie va avoir sur ses vêtements des croix en tissu, des croix rouges qui montrent qu'il a été hérétique, voilà, qu'il a fait repentance, mais qu'il a été hérétique, mais que finalement c'était une hérésie légère. On va l'envoyer en pèlerinage. Alors on a différents types de pèlerinages. Les pèlerinages qu'on appelle mineurs, donc du style Rocamadour, voire Saint-Jean-de-Compostelle, et puis on a les pèlerinages majeurs, c'est-à-dire aller jusqu'à Rome, voire en Terre Sainte. Et croyez-moi, un pèlerinage en Terre Sainte à l'époque, c'est pas une sinécure, parce qu'il faut traverser la Méditerranée et que souvent, beaucoup de navires sont lourds. Et puis lorsqu'on arrive sur place, la présence musulmane est quand même par moments assez forte et assez cruelle. Donc un pèlerinage en Terre Sainte, c'est vraiment quand même quelque chose d'assez compliqué pour un suspecté d'hérésie lorsqu'il est condamné à ça. Et puis, il y a la prison. Alors la prison, c'est quelque chose d'assez dur. La prison, on l'appelle le mur. Donc, pour vous donner déjà l'ordre d'idée, on connaît très bien le fonctionnement de la prison de Carcassonne. On a des sources sur la prison de Carcassonne. On a deux types de murs. Ce qu'on appelle le mur large, c'est-à-dire qu'on est en prison, mais on a le droit de recevoir la famille, des amis, qui amènent de la nourriture. Voilà. Et puis on a le mur étroit, pas de visite. La plupart du temps, une prison sans fenêtre. Et puis, la nourriture est donnée par les geôliers quand les geôliers ne gardent pas la nourriture pour eux. C'est pour ça qu'être condamné au mur étroit sur une période de 3 ans à perpétuité, on risque souvent d'y rester. On a
notamment à la fin du XIIIe siècle, beaucoup de témoignages de personnes condamnées, qui suspectées d'hérésie, condamnées à la prison, qui vont mourir en prison. Et là aussi, pareil, les inquisiteurs vont intervenir auprès des geôliers. Il faut savoir aussi que tout ce qui est geôlier et tout ce qui est garde, ce sont des gens qui sont extérieurs à l'Inquisition. L'Église a horreur de verser du sang, donc on va déléguer au temporel toutes ces gestions des prisons. Et évidemment, la gestion des prisons par le temporel, par les gardes civils ou envoyés par les différents comtes et vicomtes, on a évidemment des libertés que prennent ces gens-là. Et donc souvent, on a ce retour d'information ou un suspecté d'hérésie mis en prison. On l'a notamment dans des registres de Carcassonne en 1280 où la personne est interrogée, elle est envoyée en prison pendant un certain temps, l'inquisiteur la rappelle pour l'interroger, on lui dit bah non, elle est morte en prison, désolé, on ne pourra pas l'interroger. Et on retrouve ça sur les registres et je vous montrerai de quelle manière tout à l'heure. Donc on a ce pénitencier qui est mis en place, et puis on a la peine suprême dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est le bûcher. Alors le bûcher. Là aussi pareil, je vais essayer de... Excusez-moi. Je vais essayer un peu de gommer l'image que l'on a aujourd'hui je dirais du bûcher. On a une iconographie du XIXe siècle qui montre des grands bûchers dans le midi de la France, menés souvent par la croisade des Albigeois. L'Inquisition n'existe pas encore. Mais après, justement, la mise en place de l'Inquisition, tous ces bûchers ont rarement, non seulement été rapportés, mais ont rarement eu lieu. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on arrivait à un système de procédure qui faisait que le niveau de peine et les différentes sanctions, condamnations, faisaient que souvent le suspecté d'hérésie évitait le bûcher. Et que ce n'était pas une finalité le bûcher. Plusieurs inquisiteurs le disent, amener un hérétique au bûcher, c'est d'une certaine manière un échec de la part de l'inquisiteur. Donc pour lui, il va essayer de le convaincre, de le persuader. On parle, c'est Raoul Mancelli, un auteur italien, un historien italien contemporain qui parlait, qui est un de mes maîtres, qui parlait qu'on passait de la persuasion à la coercition. Mais l'arrivée à la coercition, c'est déjà un échec. C'est déjà un échec pour l'inquisiteur. Donc les bûchers, on en a très peu de traces. Et c'est vrai qu'on arrive finalement, lorsqu'on regarde, alors malheureusement, on n'a pas suffisamment de sources, mais on arrive à voir que, évidemment, l'inquisiteur arrive à cette période-là avec un rôle qui devient un rôle coercitif, qui devient un rôle répressif, mais que derrière, il y a toujours ce côté pastoral et pénitentiel, c'est-à-dire qu'il va toujours essayer d'essayer de montrer au suspect d'hérésie qu'il est dans l'erreur et qu'il faut revenir au sein de l'Église. Par provocation, il m'est arrivé à dire, comme Claude Dauvard disait, que la justice était finalement clémente au Moyen-Âge. Moi, par provocation, je disais à mes étudiants que l'inquisiteur était un homme bon. Hein, voilà. C'est un peu provocation, mais en même temps, il y a ce côté-là. Lorsqu'on lit les... Alors évidemment, comme je vous dis encore, il y a l'arbitraire de l'inquisiteur. On a des inquisiteurs qui sont de véritables terreurs, qui d'ailleurs ne restent pas très longtemps en fonction, parce que très vite, il y a des plaintes, des comptes auprès du roi, auprès de Rome, et comme je vous l'ai dit, ces inquisiteurs, c'est un tribunal d'exception qui dépend directement de Rome, et donc effectivement, on va retirer ces inquisiteurs du jeu. Mais on a des inquisiteurs, j'ai travaillé sur Bernard de Caux, qui est un des tout premiers, qui va construire véritablement la procédure, Geoffroy d'Ablis, qui arrive à la fin du XIIIe siècle, ou encore Bernard Guy, sur lequel j'ai moins travaillé, parce que quasiment tout a été écrit sur lui. On a affaire à des inquisiteurs qui, la plupart du temps, ne sont pas des bourreaux, ne sont pas là pour tuer et brûler l'hérétique, loin de là. Loin de là. Il n'y a pas du tout cette attitude de la part de l'Inquisition. Donc le bûcher, comme je vous le dis, on en a peu. Déjà, on a peu de témoignages. Et on finit par voir à travers les sources que finalement, l'utilisation du bûcher, ce n'est pas une pratique régulière de l'inquisiteur. Il évite même ce bûcher. Sachant que le bûcher, ce n'est pas lui qui va le diligenter, puis il le confie, le suspect d'hérésie qui va au bûcher, il le confie au pouvoir civil qui va le brûler. Jamais l'inquisiteur, encore une fois, l'Église ne versant pas le sang, l'inquisiteur ne va pas allumer le bûcher par lui-même, contrairement à ce que l'on peut voir certaines fois dans certains films.